Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme promis lundi dernier, où nous sommes focalisés sur le côté technique des missiles longue portée dont il est question actuellement pour l'Ukraine, aujourd'hui nous allons attaquer un côté un peu plus d'analyse, de réflexion autour de ces sujets. Trois gros chapitres aujourd'hui. Le premier assez rapide sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, avec d'un côté frappe de la part d'Ansarallah, que l'on appelle les Houthis dans les médias, sur Israël, mais également de l'action au Liban, ce qui va nous permettre d'attaquer la partie ukrainienne et frappe en profondeur sous une analyse un petit peu plus nord-américaine, un petit peu plus américaine. Pourquoi? Tout simplement parce que l'équation de livrer de l'armement va bien au-delà du conflit russo-ukrainien et pourrait avoir un impact beaucoup plus global. Et dans un troisième temps, nous regarderons les menaces de Poutine. Il ne s'agit pas d'autoriser ou non le régime ukrainien à frapper la Russie avec les armes de l'OTAN. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans un conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Et si cela se produit, alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées. Et est-ce que cela voudrait forcément dire une guerre nucléaire? Spoiler alerte, il y a beaucoup d'étapes avant ça que je vous propose d'étudier dans cette vidéo. Mais tout d'abord, ces images partagées par Ansarallah avec même le résultat que l'on a pu retrouver en source ouverte où vous voyez qu'il y a effectivement eu impact de ce missile qui, d'après les sources yéménites, aurait mis environ 12 minutes à parcourir les 2000 km et à taper Israël. Toujours est-il, cela a été perçu comme une humiliation pour les Israéliens, notamment au vu de leur niveau d'alerte, au vu de leur capacité normalement en interception. Je vous rappelle qu'ils ont réussi des centaines, si ce n'est des milliers d'interceptions ces derniers mois, notamment depuis le 7 octobre. Mais c'est toujours pareil, quand vous avez une posture défensive, le moindre loupé va être utilisé de manière exponentielle contre vous par votre adversaire. À côté de ça, vous avez probablement vu aux informations qu'au Liban, le Hezbollah a été ciblé par des systèmes électroniques, que des centaines de membres du Hezbollah ont été blessés et certains même sont décédés. À voir la réaction derrière, mais les Américains cherchent à calmer le jeu. Je vous renvoie vers les vidéos où nous parlions justement du fait que les Américains ont cherchent à prépositionner un maximum de navires autour d'Israël, que ce soit au large de l'Iran ou que ce soit en Méditerranée. À l'heure actuelle, vous avez environ un tiers de la flotte de l'US Navy qui est, on peut le dire, en protection autour d'Israël. Nous verrons un peu plus tard pourquoi et notamment quelle est la première ville juive du monde. Mais juste avant de rentrer dans le dur, si je puis dire, jingle. Il faut être franc, aux commandes de ce genre d'avion, vous n'avez pas vraiment droit à l'échec. Et on a dû faire évoluer notre culture de la sécurité dans l'aérien, tout simplement pour rentrer vivant à la maison le soir, accomplir la mission et blesser personne au sol. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre et de profiter de notre retour d'expérience dans l'aviation de chasse, mais également dans l'aviation de ligne, retour d'expérience qui peut vous faire gagner des années et surtout qui peut impacter votre cerveau et celui de vos collaborateurs de manière un peu différente par rapport à la sécurité et vous permettre d'avoir le déclic qui va bien. Allez, je vous dis à très vite en formation et d'ici là, fly safe. Alors le gros sujet de la semaine quand même, c'était ces frappes en profondeur. Comme j'aime bien l'histoire et que c'est très important pour comprendre ce qui se passe actuellement et essayer de voir différents scénarios dans le futur, je vous propose juste avant de nous focaliser sur deux opérations historiques avec un grand H. La première, c'est l'opération Focus. Nous parlions d'Israël il y a quelques minutes. Le 5 juin 1967, les Israéliens ont lancé la guerre des 6 jours. Et l'opération Focus a été l'utilisation de leurs 200 avions de combat, moins 12, qui ont protégé l'espace aérien israélien, de manière offensive pour attaquer dans un premier temps à partir de 7h45 du matin l'armée de l'air égyptienne, mais également jordanienne et syrienne. Au final, grâce à cette attaque surprise, un
petit peu comme Pearl Harbor, si vous voulez, de la part des Japonais contre les Américains. En l'espace de 4 heures, ils ont détruit au sol 450 avions adversaires et 18 bases aériennes. Donc avec environ 190 avions de combat qui ont fait des allers-retours assez rapides avec une équipe de mécaniciens et d'armuriers qui remettaient en œuvre les avions pour qu'ils puissent repartir. Ce sont 450 avions égyptiens qui ont été détruits. Des aéronefs de construction française ont participé, comme par exemple le Mirage 3 ou le Mystère 4, et même les Fouga Magister. Mais cette opération Focus, d'un point de vue aéronautique, vous montre l'importance de la fameuse concentration des forces et attaquer sans prévenir. Alors c'est pas très chevaleresque, de Pearl Harbor à l'opération Focus, je pense qu'on est assez d'accord, mais c'est efficace. Une autre opération du même genre, c'est l'opération Bodenplatte, qui a été lancée 1er janvier 1945, dernier barreau d'honneur de la Luftwaffe, de l'armée de l'air nazie, qui a tenté de clouer au sol l'US Air Force et ses alliés, que ce soit dans l'est de la France, en Belgique ou même aux Pays-Bas. Ce sont 900 chasseurs et bombardiers qui sont partis au petit matin et qui ont cherché à détruire les aéronefs alors qu'ils étaient au sol. Au final, 305 avions alliés ont été détruits au sol, 190 endommagés, 49 personnels tués, mais au prix pour les Allemands de 280 avions perdus, plus de la moitié à cause de la DCA, 69 endommagés, 234 membres d'équipage morts ou prisonniers, dont 143 pilotes et plus de 22 officiers supérieurs. Et là où les Américains, grâce à leur capacité de remonter en puissance industrielle, je vous rappelle que autour des années 44-45, ils fabriquaient près de 100 000 avions par an, ils ont pu remplacer les pertes matérielles en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Les Allemands n'ont jamais pu remplacer l'ARH, les hommes perdus, lors de cette attaque. Et c'est pour ça que souvent sur cette chaîne, j'insiste sur l'importance de préserver le capital humain. Ce n'est pas tout d'envoyer des personnels en mission suicide ou dans des missions où le risque pour accomplir la mission est extrêmement fort et vous risquez d'avoir des pertes. Cela va vous empêcher de tenir sur la durée. Or, toutes ces guerres durent quand même assez longtemps ou ont besoin de pouvoir capitaliser sur le retour d'expérience, sur l'expertise de vos opérateurs. Donc je voulais illustrer la vidéo avec ces deux opérations. Pourquoi? Parce que l'opération Focus a été un succès, l'opération Bodenplatte n'a pas été un succès. Et dans tous les cas, on a vu cette concentration des forces. Ce que l'on voit de la part de l'Ukraine face à la Russie, et même de la part des Russes face aux Ukrainiens depuis maintenant 2 ans et demi, ce n'est pas une concentration des forces comme ça, c'est des attaques régulières, mais, excusez-moi du terme, de plutôt faible intensité. Ça a commencé par un drone qui va se poser sur un A-50 en Biélorussie. Après, de temps en temps, ça tape une base. De temps en temps, ça bombarde un petit peu un terrain avec des drones suicides. Mais jamais vous n'avez une opération majeure de type Focus ou Bodenplatte qui va tenter de clouer au sol la chasse d'un côté comme de l'autre. Les Russes ont un petit peu essayé au début, mais n'ont pas du tout fait la méthode occidentale du shock and awe, le choc et l'effroi, où vous attaquez fort comme lors de Desert Storm 1 ou l'invasion de l'Irak en 2003. Vous arrivez avec tel un rouleau compresseur avec énormément de force pour essayer d'annihiler l'envie de l'adversaire de se battre. C'est pas du tout la tactique que l'on a vue, la stratégie qu'on a pu voir en Ukraine. Et donc on se retrouve avec des petits coups. Résultat, en 2024, après des semaines à parler de missiles longue portée, on voit que les Russes repoussent leur armée de l'air, l'éloignent du front, ce qui n'a pas vraiment d'impact pour eux d'un point de vue offensif, car leur pays étant grand, leurs avions ont de grosses capacités en termes d'autonomie, et cela va consommer un petit peu plus de pétrole, peut-être réduire un tout petit peu les vols, mais on est de l'ordre de 30 minutes à 1 heure de vol de plus pour pouvoir faire la mission, donc c'est négligeable. Par contre, cela vient priver les Ukrainiens d'une capacité à venir faire une opération type Focus et à détruire moult bombardiers au sol d'un coup. Et c'est là que c'est très intéressant. Les Ukrainiens ont mis en avant le fait qu'ils ont des capacités à frapper avec des drones. Nous avons vu taper des zones de production, même des aéroports, comme on disait, militaires, civils, dans le cas de Moscou, mais également des centres de production d'énergie. Et ils ont fait le choix de taper la production d'énergie russe plutôt que les aéroports. Pourquoi?
Alors je vous avoue que c'est pas si simple et je n'ai pas la solution, mais je vais vous proposer un axe de réflexion. Personnellement, je vois dans cette volonté ukrainienne d'avoir l'autorisation de faire des frappes jusqu'à minima 300 km en Russie, la volonté d'acquérir le renseignement qui rendra ces frappes efficaces. Car taper une centrale, c'est simple. Taper une zone de production, c'est simple. Vous avez les coordonnées sur Google Maps et elles sont toujours là, toujours actives. Maintenant, taper les bons endroits sur une base, et il y a énormément de bases ou d'endroits de dispersion, comme l'on dit, dans les pays de l'ancien bloc de l'Est. Pourquoi? Eh bien parce que ça faisait partie de leur stratégie, avec des MiG-29 qui viennent proches de la ligne de front, cette guérilla aéronautique qui a été très utilisée par les Ukrainiens efficacement, que l'on avait à une époque également en France, mais maintenant avec toutes les fermetures de bases, ça va être beaucoup plus compliqué. On a 3 bases de Rafale armées de l'air en France, vous avez vite fait le tour. Eh bien, ce qui est vraiment important, c'est savoir quoi taper, où, quand. Et ce renseignement-là, je pense que c'est ce que les Ukrainiens cherchent, car avec ce renseignement, eh bien, les Russes qui n'ont pas vraiment cet automatisme de cacher leurs avions sous des astro-arches ou dans des bunkers, pourraient se retrouver attaqués, ciblés par des drones ukrainiens, par des missiles ukrainiens de production nationale. Donc je pense que ce qui se cache derrière cette histoire de missiles longue portée n'est pas vraiment la charge militaire ou les quelques scalps Storm Shadow à ATACMS, et surtout l'accès aux renseignements de la part des Américains, qui sont des références en la matière et qui à l'heure actuelle, il semblerait, ne souhaitent pas communiquer aux Ukrainiens toutes les informations nécessaires à la montée de raids vraiment efficaces. Alors là, vous allez me dire, eh ben, c'est parce que c'est méchants américains, ou pourquoi c'est pas juste, tout ce qu'on peut voir dans les médias ou sur Internet. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu au texte et aux définitions. Donc oui, Poutine a dit que si il y avait cette livraison, il se considérait en guerre. Il ne s'agit pas d'autoriser ou non le régime ukrainien à frapper la Russie avec les armes de l'OTAN. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans un conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Et si cela se produit, alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées. Est-ce que vous avez regardé récemment la définition du terme guerre dans le dictionnaire? Dans le Petit Robert, c'est une lutte armée entre États considérée comme un phénomène historique et social. Pour le dictionnaire du droit humanitaire, c'est un phénomène de violence collective organisée qui affecte les relations entre les sociétés humaines ou les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés. Non, attention, guerre ne veut pas dire guerre nucléaire ou conflit nucléaire. Regardez l'Inde et la Chine, regardez ces images, vous avez des militaires qui se tapent dessus à main nue, il y a des morts tous les ans, on ne dit même pas qu'ils sont en guerre. Et pourtant, il s'agit de 2 puissances nucléaires. Où est-ce que je vais vous emmener? Il y a différents types de combats, de guerres, de luttes. C'est pour ça que vous entendez parler de plus en plus de guerres hybrides, de guerres informationnelles, qui peut avoir un impact sur la démocratie, de guerres économiques. Je vous renvoie vers notre ancien ministre de l'économie. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et je vous rappelle qu'il existe des sanctions économiques contre la Russie depuis le 17 mars 2014, imposées par les États-Unis, par l'Europe, et que la Russie de son côté a également fait des contre-sanctions, notamment à partir du 6 août 2014, avec notamment un embargo alimentaire. Mais ces guerres, ces luttes peuvent également prendre la forme de conflits par proxy. Nous l'avons vu en Afghanistan contre les Soviétiques avec les Américains, actuellement en Afrique, et je vous rappelle que la France et les États-Unis sont un petit peu fait sortir d'Afrique ces derniers mois quand même, il faut le dire, mais également au Moyen-Orient, et au Moyen-Orient, les États-Unis ont connu plus de 200 attaques contre leurs installations militaires ces derniers mois. Et c'est là où il faut essayer de se mettre à la place de l'oncle Sam, comme on dit. Il est facile de se faire attirer dans un raisonnement micro, de ne regarder cette question des livraisons d'armes que par l'angle du conflit russo-ukrainien. Mais en fait, la réflexion américaine, regarder cette carte des présences américaines dans le monde, se doit et a toujours été macro. Je vais vous donner une métaphore.
un pilote de chasse sur un champ de bataille, quand j'étais au-dessus de Ramadi, depuis mon avion à 15 000 pieds, je regarde la ville de Ramadi, je vois toute la ville. En plus, j'ai des capteurs et si je veux, je peux zoomer et voir en détail un coin de rue. Par contre, un drone, le drone, lui, il va voir qu'une petite zone, il va beaucoup moins avoir cette capacité de vue d'ensemble. Et ce que l'on a tendance à observer actuellement, c'est le conflit russo-ukrainien sous cet axe un petit peu micro, nous on aime bien dire dans l'aviation militaire, sous une paille. Retirez la paille, regardez l'ensemble et vous allez vous rendre compte de la difficile équation américaine. Alors cette équation est différente pour les Américains, les Français, les Britanniques et l'histoire, encore une fois, nous le montre. Rappelez-vous la guerre des Malouines, le 2 avril 1982. Une puissance nucléaire puissante, les Britanniques, se fait envahir des terres et capturer des militaires. Réponse de l'OTAN, aucune. Et je vous rappelle que la France fournissait du matériel, des missiles, aux Argentins et a dû arrêter après quelques temps. Pourquoi aucune réponse de la part de l'OTAN? Parce qu'on vous parle beaucoup de l'article 5, qui a été utilisé qu'une fois, après les attentats du 11 septembre, et qui a amené à l'attaque en Afghanistan. On vous parle beaucoup moins de l'article 6, qui nous intéresse directement en tant que Français, qui intéresse également les Américains, les Britanniques, mais qui n'intéresse pas du tout les Allemands ou les Polonais. Pourquoi? Parce que l'article 6, il dit que l'agression doit avoir lieu au nord du tropique du Cancer. Donc si demain la Guyane est envahie, l'OTAN nous regarde. Si demain des terres françaises dans le Pacifique sont envahies, l'OTAN nous regarde, voire fournit du matos à côté. Et les Américains, avec leur présence au niveau mondial, ont conscience qu'ils ont des enjeux, qu'ils sont face à une équation qui n'est pas du tout celle des Allemands, des Polonais, même des Français, encore moins des Ukrainiens. Et c'est pour ça que croire que l'analyse ne se fait que dans la mesure russo-ukrainienne est faussée dans la mesure où les Russes ont cette capacité à avoir un impact sur d'autres champs de bataille via des proxys ou plus directement. Je vous le disais tout à l'heure, un tiers de la Navy américaine est actuellement en protection d'Israël. Je vous demandais la première ville juive du monde, c'est très connu, il s'agit de New York. Dans la métropole de New York, vous avez 1,9 million de juifs, 960 000 dans la ville de New York pure, à comparer à 570 000 juifs dans la ville de Jérusalem. Forcément, cela a un impact également sur la politique américaine. Et le chef de la diplomatie américaine, je vous le donne dans le mille, est né à New York City. Forcément une vision assez macro des enjeux pour les Américains, quelle que soit leur confession. Donc l'objectif de cette vidéo était vraiment de vous montrer que cette question de livraison d'armes longue portée, bien au-delà de juste envoyer de la charge militaire à un endroit, a probablement pu savoir avec du renseignement et la balance, prise de risque peut-être de dégradation de la situation pour d'autres alliés des États-Unis au Moyen-Orient et que la réflexion autour de ce sujet ne peut pas être limitée purement à ce qui se passe en Ukraine contre la Russie. D'autres signaux faibles apparaissent ces derniers temps, comme par exemple les risques de sabotage sur des bases de l'OTAN en Allemagne ou plus dans le Nord, des tensions autour des câbles sous-marins, des dangers au niveau des satellites et du cyber, et tous ces attaques, ce harassment comme on dit, qui pourrait être fait, serait fait bien en dessous, en deçà du seuil du nucléaire. Il faut donc s'habituer à comprendre qu'il y a de la vie dans une confrontation entre États dotés sans appuyer sur le bouton rouge, et que pour être efficace dans cette confrontation, il faut des capacités industrielles, des capacités conventionnelles, des capacités cyber, mais surtout que cela va avoir un coût gigantesque, car la posture de défense coûte bien plus cher que la posture d'attaque. Aller abîmer des câbles sous-marins est assez aisé, les défendre sur des milliers de kilomètres n'est pas une situation d'avenir. À partir de là, en tant que Français, forcément, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir, surtout avec le nouveau gouvernement, s'il y a une évolution au niveau de la loi de programmation militaire. Nous voyons par exemple qu'il y a eu quelques commandes supplémentaires de système Mamba, nos excellents systèmes qui permettent des interceptions. On va peut-être monter, je crois, vers 2026 à environ 12 systèmes, là où les Ukrainiens et les Russes en avaient plusieurs centaines au début de la guerre. Donc oui, il y a des annonces, oui, ça a tendance à bouger dans la bonne direction, mais avec 12 systèmes, vous ne défendez pas les 12 plus grandes villes françaises, il faut le dire et en avoir conscience. Donc lorsqu'il s'agit de ces grandes décisions, il est important de bien comprendre que la problématique, que l'équation à résoudre pour nos décideurs politiques n'est pas seulement militaire, n'est pas seulement sur un seul champ de bataille, mais est beaucoup plus large, notamment pour les nations dotées
comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, qui ne peuvent pas toujours compter sur l'article 5 et qui ont donc certains talons d'Achille. La guerre des Malouines, c'était bien terminé pour les Britanniques, mais on pourra en parler si vous voulez, ça s'était quand même joué à pas grand-chose, puisque leur porte-aéronef, pour certains, devait être retiré du service quelques mois plus tard. J'espère que ce format vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve vendredi pour une vidéo un peu plus historique / militaire opérationnelle, je n'en dis pas plus, et nous avons 2-3 vidéos très sympas également en montage, j'espère que ça va vous plaire, que ce soit de l'analyse d'accidents ou d'opérations militaires. Sans oublier des témoignages de personnalités qui ont marqué l'aéronautique française. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et peut-être à bientôt en intervention en conférence. Vous voyez, on a repris la saison, je suis en déplacement, je peux plus tourner au studio, mais c'est toujours avec un grand plaisir que je vous rencontre, que ce soit dans les transports ou en entreprise. À très vite et fly safe.